Un jour, ma petite fille a refusé de m'embrasser. Elle a juste dit: Papi, tu ne sens plus comme avant. C'était pas une insulte, c'était pire. C'était le début de mon effacement. Et vous? Vous le sentez venir? Je suis médecin, ou plutôt je l'ai été pendant plus de 40 ans. Médecin gériatre. J'ai soigné, examiné, écouté, consolé des milliers de patients âgés. J'ai vu le temps ronger les corps, fragiliser les esprits, distendre les liens. Et quand j'ai raccroché ma blouse pour de bon, je me suis dit que j'allais enfin me reposer. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que certaines blessures ne se referment pas avec la retraite. Certaines, au contraire, commencent à parler plus fort une fois que le silence s'installe. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas dans les livres de médecine. Ce n'est pas enseigné dans les universités. Aucun professeur ne m'en a parlé. Et pourtant, c'est l'une des choses les plus douloureuses que j'ai rencontrées dans ma carrière et dans ma propre vie. Un jour, j'étais chez moi dans mon fauteuil, les yeux fermés. Mon petit-fils Lucas, 8 ans, jouait dans le salon avec sa mère. Je faisais semblant de dormir, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Maman, papy, il sent mauvais. Je veux plus m'asseoir sur ses genoux. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Elle n'était pas cruelle. Elle n'était même pas méchante. C'était une vérité d'enfant, dite à voix basse. Mais elle a transpercé mon cœur comme une lame fine, invisible. Un de ces petits mots qui vous font plus mal qu'un diagnostic de cancer. Parce qu'il ne dit pas seulement quelque chose sur votre corps. Il dit quelque chose sur votre présence, sur votre valeur, sur l'espace que vous occupez ou que vous êtes en train de perdre. Depuis ce jour, j'ai cherché à comprendre. J'ai réouvert mes anciens dossiers, relu des études, repris des notes que j'avais mises de côté. Et j'ai découvert que je n'étais pas seul, que cette scène, des milliers de grands-parents l'ont vécue et que personne n'en parle. Personne ne veut mettre de mots sur cette réalité taboue, l'odeur du vieillissement. Je le dis avec précaution, avec douleur, mais aussi avec lucidité. Oui, le corps des personnes âgées change, et parfois il dégage une odeur que les autres perçoivent. Une odeur pas toujours forte, pas toujours identifiable, mais suffisamment étrange pour créer une distance, une gêne, un éloignement. Et ce qui est terrible, c'est que nous, les personnes âgées, nous ne la sentons pas. Notre nez ne la capte plus. Mais nos proches, eux, la sentent. Et ils n'osent rien dire. Alors ils s'éloignent doucement. Moins de câlins, moins de contacts, moins de proximité. Et nous, on sent ce vide sans comprendre. On croit qu'on a dit quelque chose de travers, qu'on est devenu ennuyeux ou qu'ils n'ont plus besoin de nous. Mais non. Parfois, tout commence par une simple molécule. J'ai vu des couples ne plus dormir ensemble, des grands-parents se replier dans leur chambre, des patients qui arrêtaient de sortir, qui évitaient les lieux publics, pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'un jour, quelqu'un, un enfant, un proche, un inconnu, a froncé les sourcils, et que ce froncement-là les a blessés pour des années. Je suis médecin, je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, je ne parle pas en scientifique. Je parle en témoin, en frère de douleur, en homme de terrain. Et si je prends la parole, ce n'est pas pour vendre un produit miracle. Ce n'est pas pour faire peur non plus. C'est pour dire ce que personne ne dit. Et surtout, pour vous tendre la main. Parce que ce mur invisible qui se dresse entre vous et vos proches, il peut être abaissé. Il n'est pas une fatalité. Il n'est pas une honte. Il est le résultat d'un processus biologique mal compris, mal expliqué, mal accompagné. Et tout ce qui est mal compris fait peur, rejette, blesse. Je vous promets que si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez non seulement pourquoi cela arrive, mais aussi comment reprendre le contrôle, avec douceur, avec dignité, avec simplicité. Car oui, il existe des gestes concrets, naturels, abordables, qui permettent de réduire, voire de faire disparaître cette odeur qui vous trahit. Et ces gestes, je vais vous les transmettre, un à un, pas à pas. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande une chose. Si ce que je viens de dire résonne en vous, si vous vous êtes reconnu ou si vous avez reconnu l'un de vos proches, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas une question d'ego ou de chiffres. C'est simplement le carburant qui me permet, à moi, médecin à la retraite, de continuer à partager ce que j'ai mis toute une vie à apprendre. Pour que personne, plus jamais, ne se sente repoussé à cause de son âge. Et maintenant, pour commencer à réfléchir ensemble, je vous pose une question simple.
Répondez en commentaire avec A ou B. Selon vous, qu'est-ce qui éloigne le plus les proches d'une personne âgée sans qu'on n'en parle jamais? A. Son caractère devenu difficile avec l'âge. B. Une odeur corporelle subtile mais persistante que la personne ne sent pas elle-même. Je lirai vos réponses avec attention. Et dans la prochaine vidéo, je vous explique pourquoi, à mon sens, la réponse ne se trouve pas seulement dans le corps, mais aussi dans les silences accumulés. À très bientôt. J'ai consacré toute ma vie à accompagner le vieillissement, à le comprendre, à l'adoucir. Mais il m'a fallu des années pour poser des mots simples sur une réalité complexe. Notre corps, avec l'âge, ne sent pas simplement différent. Il devient silencieusement autre. Et cette altération, personne ne nous y prépare vraiment. Pire encore, on nous fait croire qu'il suffit de se laver plus souvent ou changer de savon, comme si la biologie pouvait être camouflée sous un parfum bon marché. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mot que j'aurais aimé connaître bien plus tôt dans ma carrière, le nonénal. Ce mot ne figure que rarement dans les consultations classiques, et pourtant, c'est une clé. C'est une molécule, petite, invisible, mais puissante. Elle n'apparaît qu'à partir d'un certain âge, autour de la cinquantaine, parfois un peu plus tard. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un poison. C'est le fruit direct de notre métabolisme, de l'oxydation naturelle des acides gras dans notre corps. Une sorte de trace chimique du temps qui passe sur notre peau. Le nonénal est insidieux. Il n'a pas l'odeur forte et tranchante de la transpiration d'un adolescent après le sport. C'est une odeur lente, persistante, légèrement rance. Une odeur que l'on n'identifie pas forcément comme désagréable, mais qui provoque une réaction instinctive chez ceux qui l'aperçoivent. Un léger recul, une hésitation à s'approcher, un silence qui s'installe. Et bien souvent, nous, les personnes âgées, nous ne l'apercevons même pas. Car avec l'âge, l'odorat lui aussi faiblit, en particulier pour les odeurs familières ou chroniques. Ce que nous ne sentons plus, les autres le sentent trop. Mais le nonénal n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vieillissement du corps s'accompagne d'une série de changements subtils qui, mis bout à bout, modifient profondément l'équilibre de notre odeur corporelle. Les glandes sudoripares, par exemple, produisent moins de sueur. Et cela, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une bonne chose. Car la transpiration, ce n'est pas seulement de l'humidité, c'est un mécanisme d'élimination. Elle emporte avec elle des toxines, des résidus métaboliques, des bactéries mortes. Lorsque la sueur diminue, les déchets stagnent sous la peau, dans les pores, dans les plis. Le corps n'expulse plus, il accumule. Il en va de même pour les glandes sébacées. Elles produisent une sorte de film gras protecteur à la surface de la peau. Mais avec l'âge, la composition chimique de ce film change. Il devient plus dense, plus oxydé. Et ce changement transforme la peau en un terrain fertile pour certaines bactéries spécifiques, celles qui, justement, sont à l'origine de ces odeurs persistantes. C'est une réaction en chaîne. Moins de transpiration, plus de sébum oxydé, plus de bactéries, plus de nonénal. Et ce n'est pas fini. La bouche, elle aussi, joue un rôle majeur dans cette transformation olfactive. On oublie souvent que la salive est une arme puissante contre les mauvaises odeurs. Elle nettoie, elle humidifie, elle neutralise. Or, à partir d'un certain âge, la salive diminue drastiquement. On parle de xérostomie. Une bouche sèche n'est pas seulement inconfortable, elle devient un nid à bactéries. Et ces bactéries libèrent des composés soufrés, responsables de cette haleine lourde, même après s'être brossé les dents avec application. Tout cela, je l'ai vu chez des dizaines de patients. Des hommes, des femmes, dignes, soigneux, parfois obsédés par la proté. Et pourtant, leur entourage, sans oser leur dire, s'éloignait. Je me souviens de M. René, ancien professeur de lettres. Toujours tiré à quatre épingles, toujours poli, toujours discret. Il m'a confié un jour, les yeux pleins d'humidité. « Docteur, ma fille ne me serre plus dans ses bras. Mon petit-fils refuse de monter dans ma voiture. Est-ce que je suis en train de devenir repoussant ?» Et ce n'était pas une question rhétorique. C'était une prière. Je lui ai parlé du nonénal. Il n'avait jamais entendu ce mot. Il m'a regardé comme si je venais de lever un secret de famille. Non, il n'était pas repoussant. Oui, son corps avait changé. Et oui, il y avait des solutions. Mais pour agir, il faut d'abord comprendre et accepter. Le vieillissement ne se résume pas à des rides ou à des douleurs articulaires.
Il affecte aussi l'équilibre invisible de notre biologie, notre odeur, notre respiration, notre peau. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des messages silencieux que notre corps envoie au monde. Et ce monde y répond consciemment ou non. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour vous inquiéter, c'est pour vous libérer. Car ce que l'on comprend, on ne subit plus. Et ce que l'on accepte, on peut commencer à l'aimer, ou du moins à le soigner. Le non-énal n'est pas un sortilège. Les bactéries ne sont pas des ennemis. Ce sont les signes d'un corps qui a besoin qu'on l'accompagne autrement, avec patience, avec précision, avec douceur. Dans les prochains épisodes, je vous montrerai comment. Comment relancer la transpiration utile sans effort. Comment modifier votre alimentation pour réduire les fermentations internes. Comment respirer mieux, marcher mieux, vivre mieux, même si vous avez 70, 80, 90 ans. Parce que l'odeur du vieillissement n'est pas une fatalité. C'est un langage. Et je vais vous aider à le traduire. Je le suis resté dans l'âme, même après avoir quitté l'hôpital, même après avoir raccroché la blouse. Ce qui m'habite encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement le souvenir des diagnostics ou des traitements, c'est celui des regards, des silences, des malentendus. Ce sont ces scènes que personne ne voit. Un grand-père qui reste seul dans le salon, un regard d'enfant qui se détourne, une porte qu'on entr'ouvre discrètement pour aérer après votre passage. Ce sont ces gestes, minuscules mais cruels, qui parlent à la place des mots. Et très souvent, ils ont tous un point commun, une odeur que l'on n'ose pas nommer. Je me souviens d'une femme charmante, coquette, veuve depuis peu. Elle s'appelait Jeanne. Elle avait 69 ans et une pudeur d'une autre époque. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit en baissant les yeux, « Docteur, je ne comprends pas. Je me lave tous les matins. Je mets de l'eau de toilette. Je change de sous-vêtements chaque jour. Mais mes petits-enfants ne veulent plus venir dormir chez moi. » Elle s'interrompit, les larmes au bord des paupières, puis ajouta, « Est-ce que je sens mauvais, malgré tout ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la réponse est plus complexe qu'un oui ou un non. J'ai alors compris combien nous étions nombreux à nous débattre avec cette même angoisse silencieuse, celle de croire que malgré tous nos efforts, notre corps nous trahit. Et c'est vrai dans un sens, mais pas de la manière qu'on croit. La trahison ne vient pas d'un manque d'hygiène. Elle vient d'une confusion entre propreté et efficacité, car se laver souvent ne veut pas dire se laver bien. Et surtout, se laver comme à 30 ans ne suffit plus quand on en a 70. La plupart des gens, lorsqu'ils parlent d'hygiène, pensent à la fréquence. Une douche par jour, du savon parfumé, des habits propres. Mais ils oublient la géographie du corps. Ils oublient les plis, les cavités, les zones cachées qui, avec l'âge, deviennent plus sensibles, plus propices à la stagnation des sécrétions, plus accueillantes pour certaines bactéries. Combien de fois ai-je vu des patients qui se douchaient 2 fois par jour, mais ne frottaient jamais leur nombril, n'atteignaient pas l'arrière des oreilles, oubliaient l'espace entre les orteils ou négligeaient les plis sous les bras, derrière les genoux ou à l'aine. C'est dans ces endroits, précisément, que l'odeur s'enracine. J'ai un jour examiné un homme très digne, M. Raymond, ancien militaire. Il m'a avoué, à contre-cœur, que sa femme ne voulait plus partager le même lit. Il ne comprenait pas. Il utilisait des savons puissants, se lavait avec vigueur. Mais en l'écoutant, je compris qu'il utilisait de l'eau très chaude, des gels douches trop agressifs et qu'il parfumait sa peau au lieu de la nettoyer là où il le fallait vraiment. Et là réside l'un des plus grands malentendus. Le parfum n'est pas une solution, c'est un cache-misère. Le parfum, surtout quand il est fort, ne masque pas les odeurs biologiques. Il se mélange à elles. Il crée un cocktail olfactif souvent plus dérangeant qu'agréable. Je dirais même qu'il trahit l'intention. Il dit sans le vouloir, je veux cacher quelque chose. Ce n'est pas une question de coquetterie, c'est une question de connaissance. Et à vrai dire, personne ne nous a appris comment le corps vieillit dans son rapport à l'hygiène. À 20 ans, la peau est fine, lisse, les glandes sudoripares fonctionnent abondamment et le corps se nettoie presque tout seul. À 70 ans, la transpiration devient moins fréquente, le renouvellement cellulaire ralentit, les sécrétions stagnent plus facilement. La peau devient un territoire nouveau qui exige de nouvelles cartes.
Et ces cartes, personne ne les distribue, ni à l'hôpital, ni dans les maisons de retraite, ni dans les familles. Alors on fait comme on a toujours fait, et on ne comprend pas pourquoi cela ne suffit plus. Il faut réapprendre, réapprendre à se laver comme un vieux corps a besoin d'être lavé, avec attention, avec méthode, et surtout avec respect. Respect des zones oubliées, respect de la température de l'eau, ni trop chaude ni trop froide, respect du temps que cela prend. Il ne s'agit pas de frotter plus fort, mais de frotter mieux, avec des gestes doux, circulaires, précis, et surtout de bien sécher ensuite, car l'humidité laissée dans un pli est la promesse d'une odeur tenace. Mais il ne suffit pas de se laver. Il faut aussi repenser nos vêtements. Un t-shirt en coton porté une journée entière peut avoir absorbé suffisamment de sueur et de sébum pour devenir le lendemain une source de relance olfactive. Et pourtant, beaucoup de mes patients, souvent par économie ou par habitude, remettent leurs habits du jour précédent. Le vêtement propre ne suffit pas. Il doit être frais, non contaminé. J'ai toujours dit à mes proches, il vaut mieux se laver un jour sur deux, mais bien, que 2 fois par jour de façon incomplète. Et mieux vaut un linge simple mais propre qu'un habit élégant qui sent le renfermer. Je parle ici avec la tendresse d'un vieux médecin, mais aussi avec la rigueur de quelqu'un qui a vu la solitude s'installer à cause d'un simple détail négligé. Une odeur, même faible, peut suffire à créer une distance. Et cette distance, quand elle s'installe, devient une fracture du lien familial. Je vous en conjure, n'attendez pas qu'on vous le dise à demi-mot. N'attendez pas les silences. Apprenez à voir votre corps autrement. Ce n'est plus un corps jeune, mais ce n'est pas un corps fini. C'est un corps qui a besoin d'attention nouvelle, d'un soin plus patient, d'un amour plus appliqué. Car derrière chaque odeur qu'on laisse traîner, il y a une chance qu'on laisse s'éloigner. Et parfois, il suffit d'un simple geste. Répétez chaque jour avec conscience pour rappeler un enfant dans vos bras. Je vous expliquerai bientôt comment adapter concrètement vos gestes de toilette, comment choisir les bons produits, les bonnes zones, le bon rythme. Mais aujourd'hui, si vous avez compris une chose, que ce soit celle-ci, l'hygiène n'est pas une routine, c'est un langage. Et à notre âge, il est temps d'en apprendre la nouvelle grammaire. À la retraite depuis quelques années maintenant. Mais je continue à observer, à écouter, à apprendre et surtout à transmettre. Il y a des vérités que j'aurais voulu dire plus tôt, quand j'étais encore en blouse blanche, mais que les protocoles et la pudeur retenaient. Aujourd'hui, je suis libre. Libre de parler non seulement en médecin, mais en homme qui vieillit, qui sent les changements dans sa propre peau, dans sa propre respiration, dans son propre rythme. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le soin ne commence pas avec une ordonnance, mais avec une habitude. J'ai vu trop de personnes âgées se débattre avec leur corps comme on se débat avec une pièce sombre. On cherche l'interrupteur, on trébuche sur les meubles, on finit par s'asseoir dans le noir, fatigué d'avoir cherché. Alors que parfois, il suffit d'un geste simple, d'un éclairage léger, pour tout changer. La première habitude, la plus simple, la plus puissante, c'est boire un verre d'eau tiède dès le réveil. Pas glacée, pas bouillante. Une eau juste tiède, accueillante, que l'on boit à petites gorgées avant même de parler à qui que ce soit. J'ai conseillé ce geste à des centaines de patients. Beaucoup ont ri au début. Docteur, de l'eau, c'est tout? Et pourtant, 3 semaines plus tard, ils revenaient, étonnés. Le transit s'était amélioré, leur bouche était moins sèche, leur haleine plus légère, leur peau moins terne. Et surtout, un mot revenait souvent, je me sens plus vivant le matin. C'est que l'eau est un réveil intérieur. Elle réveille le foie, rince l'estomac, réhydrate les tissus, lubrifie les articulations. Elle lave de l'intérieur ce que la douche ne peut pas atteindre. La seconde habitude, tout aussi négligée, c'est la marche. Non pas la marche rapide, sportive, transpirante, mais cette marche douce, quotidienne, sous la lumière du matin ou celle apaisée du soir. Une marche de 10, 15, 20 minutes au rythme du souffle. J'ai vu des personnes âgées renaître grâce à ces promenades. Elles n'étaient plus seulement des corps en mouvement, elles redevenaient des êtres respirants. Le cœur reprenait confiance, les jambes se raffermissaient, et sans qu'elles s'en rendent compte, leur corps recommençait à transpirer doucement, libérant ce qu'ils retenaient depuis trop longtemps. Il y a chez nous, les personnes âgées, une peur sourde de l'effort.
On redoute la fatigue, la chute, le froid. Alors on reste immobile, on s'économise. Mais cette immobilité, à force de prudence, devient une prison métabolique. Le corps ne circule plus, il s'encrasse, il se fige. Or, ce sont ces petits mouvements, ces gestes réguliers qui font circuler la lymphe, qui stimulent les reins, qui activent les glandes sudoripares, qui allègent les odeurs stagnantes. Je me souviens d'un homme, André, 66 ans, ancien cheminot. Il ne sortait plus depuis des mois. J'ai tout vu, j'ai tout fait, disait-il. Sa fille lui rendait visite, mais gardait la fenêtre ouverte. Un jour, je lui ai simplement demandé « Et si vous sortiez 5 minutes, juste pour voir le ciel, sans autre but ?» Il a essayé. 5 minutes, puis 10. Puis il s'est mis à marcher autour de son jardin. Un mois plus tard, sa fille m'a appelé. « Docteur, mon père sent bon l'air frais. » C'était la plus belle ordonnance que j'ai jamais entendue. Mais ces gestes-là n'ont de valeur que s'ils sont réguliers. Boire une fois un verre d'eau tiède ne change rien. Marcher un dimanche puis rester assis toute la semaine non plus. Le secret, c'est la répétition douce. Le corps est une horloge. Il aime les rituels. Il aime les signaux faibles. Il aime qu'on l'écoute sans le brusquer. Et il y a encore un troisième geste, plus discret, plus intime, la respiration. J'ai passé ma vie à ausculter des poitrines. Mais ce n'est qu'en vieillissant que j'ai compris qu'on oublie de respirer. On inspire à moitié, on expire à peine. On vit comme si on économisait l'air. Pourtant, une respiration profonde, lente, consciente, faite 3 ou 4 fois par jour, suffit à oxygéner les cellules, à détendre les muscles, à relancer les fluides. Elle réveille les organes, allège la digestion, calme le mental, et elle influence même l'odeur de notre souffle. Car une respiration consciente réduit la production de gaz intestinaux fermentés. Vous voyez, rien de tout cela n'est spectaculaire. Ce ne sont pas des produits miracles, pas des compléments à prix d'or. Ce sont des gestes que nos grands-parents pratiquaient sans y penser. Boire un peu d'eau, sortir voir le soleil, respirer à plein poumon. Mais aujourd'hui, dans notre monde médicalisé, on les a relégués au rang de naïveté. On a oublié que le soin commence avant la maladie. Il commence dans le quotidien, dans le silence des petits choix. En tant que médecin, je crois que mon rôle aujourd'hui n'est plus de prescrire, mais d'inspirer. De rappeler que le corps n'a pas besoin de violence pour changer. Il a besoin de rythme, de respect, de douceur. Et que chaque geste fait avec constance devient un soin. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des jours où le corps pèse plus lourd, où l'on doute, où l'on a envie de baisser les bras. Mais si vous commencez, ne serait-ce qu'un matin, à boire votre verre d'eau, à marcher 3 minutes, à respirer en regardant le ciel, vous avez déjà commencé à changer. Et ce changement, personne ne peut vous l'enlever, parce qu'il vient de vous, parce qu'il est à votre rythme, et parce qu'il se sent. Oui, il se sent, dans votre odeur, dans votre souffle, dans votre regard, et dans la manière dont vos proches commencent à revenir vers vous. Pas parce que vous avez mis un déodorant de plus, mais parce que votre corps recommence à parler un langage vivant. Et ce langage, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez. Je crois que l'un des plus grands malentendus de la vieillesse, c'est qu'elle serait un lent effacement, un déclin sans voix, une période où l'on devient transparent. Pourtant, ce que j'ai appris au fil des années, c'est tout le contraire. Vieillir, c'est entrer dans une forme nouvelle de présence. Une présence plus silencieuse, certes, mais souvent plus essentielle. Et ce qui nous relie aux autres à cet âge, ce ne sont plus nos exploits ou nos discours, mais ce que nous dégageons sans parler, une lumière dans le regard, un calme dans le geste, ou une odeur. J'ai vu tant de femmes, tant d'hommes se refermer parce qu'un jour, ils ont perçu ce malaise dans les yeux d'un proche. Ce petit recul, ce froncement de nez involontaire. Ils n'ont rien dit, mais ils ont compris. Et à partir de là, quelque chose s'est fermé en eux. Ils se sont mis à éviter les embrassades, à s'isoler dans une pièce à part, à préférer le silence aux confidences, à croire qu'ils étaient devenus de trop. Et tout cela pour une chose aussi invisible qu'une trace dans l'air. C'est pour cela que je veux parler aujourd'hui de la dignité, pas celle qu'on proclame dans les textes de loi ou dans les discours institutionnels, mais celle que l'on ressent quand un enfant vient s'asseoir naturellement sur vos genoux, quand un conjoint vous caresse la joue sans hésitation, quand on vous tend une écharpe en riant
et non un spray désodorisant dans un geste maladroit. Cette dignité-là, elle n'est pas donnée. Elle se cultive, et elle commence par la connaissance de ce que notre corps devient. Ce n'est pas un combat contre l'odeur, c'est une réconciliation avec son propre langage corporel. Accepter que le corps parle autrement après 70 ans, qu'il exige d'autres soins, d'autres rythmes, d'autres attentions. Mais au-delà de la connaissance, il y a quelque chose de plus fort encore, l'estime de soi. Car ce que je remarque chez beaucoup de personnes âgées, c'est qu'elles finissent par croire que sentir un peu est une fatalité, qu'elles n'ont plus à plaire, qu'il est trop tard pour se faire belle, pour se faire beau. Et c'est là, précisément, que le glissement s'opère. Quand on arrête de prendre soin de soi, on s'efface plus vite que le temps ne l'exige. Je me souviens de Lucienne, 92 ans, une ancienne institutrice. Elle m'a dit un jour, « Vous savez, docteur, à mon âge, on ne m'embrasse plus. Même moi, je ne me regarde plus dans le miroir. » Et pourtant, elle sentait un besoin diffus de changer cela, sans savoir comment. Alors je lui ai dit, « Et si, chaque matin, vous choisissiez un geste pour vous, pas pour cacher, mais pour honorer ce corps qui vous a porté si longtemps. » Elle a commencé à hydrater sa peau, puis à changer plus souvent ses draps, à marcher le matin, à rire un peu plus. 3 mois plus tard, son petit-fils l'a prise en photo. Elle m'a montré le cliché et m'a dit, le regard ému, il m'a trouvée lumineuse. Voilà ce que je veux dire. Ce parfum de la vieillesse dont tout le monde parle sans le nommer, ce n'est pas une punition. C'est un signal, un appel du corps pour être respecté autrement. Pas pour redevenir jeune, non, mais pour redevenir vivant dans la conscience qu'on a de soi. J'ai souvent été frappé par une chose. Ceux qui prennent soin d'eux, même modestement, ne sentent jamais l'indifférence. Parce qu'ils rayonnent quelque chose de propre dans le sens le plus noble du terme. Pas une propreté aseptisée, mais une propreté intérieure, qui se manifeste dans le regard, la posture, la respiration, le toucher. Et cette forme de bon parfum n'a rien à voir avec un produit. Elle vient de l'intérieur, de ce lien rétabli entre soi et son enveloppe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité humaine. Parce que ce que nous dégageons sans le vouloir peut rassembler ou éloigner, peut rassurer ou déranger, peut inviter ou repousser. Et cela ne dépend pas de notre âge, mais de notre attention. J'ai vu des familles se réconcilier grâce à une routine simple. Une grand-mère qui a changé son savon trop fort pour une huile lavante douce, un grand-père qui a appris à bien sécher les plis de son corps après la douche, une femme qui a troqué ses vêtements synthétiques pour du lin léger. De petites choses, mais qui ont transformé la manière dont on venait vers eux. Et au fond, c'est cela que nous cherchons tous. Pas de plaire à tout prix, mais de ne pas être un obstacle à l'amour, de ne pas être celui ou celle qu'on contourne, d'être à nouveau au centre d'une étreinte, non pas parce qu'on a changé qui l'on est, mais parce qu'on a pris soin de le redevenir pleinement. Je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour le chemin que vous avez parcouru. Vous méritez d'être touché, pris dans les bras, regardé avec tendresse. Et si un simple ajustement dans vos gestes quotidiens peut ouvrir cette porte, alors il vaut 1000 médicaments. La dignité ne s'impose pas, elle se respire. Et parfois, il suffit d'un matin un peu plus doux, d'un tissu un peu plus propre, d'une peau un peu plus hydratée, pour que la journée ait une toute autre odeur. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est un acte de présence au monde. Et le monde, croyez-moi, le ressent. Il revient, il s'approche, il vous reconnaît. Et c'est peut-être là le plus beau des miracles, quand l'attention que vous vous êtes portée finit par réveiller l'attention des autres, quand l'amour de soi devient un parfum qui attire à nouveau l'amour des siens. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas un simple témoignage médical. C'est le fruit d'une vie entière à écouter des corps parler, parfois sans mots, parfois avec des cris silencieux. C'est aussi et surtout le fruit d'une transformation intérieure que j'ai vécue moi-même en tant que médecin devenu patient de la vie. J'ai appris qu'il ne suffisait pas de prescrire pour guérir. Il fallait aussi comprendre. Comprendre ce que le silence d'un vieillard cache. Comprendre ce que son odeur raconte. Comprendre que l'isolement ne commence pas quand la porte est fermée, mais bien plus tôt, quand on cesse de se sentir digne d'être touché. Vieillir n'est pas une maladie, mais mal vieillir peut l'être.
Et trop souvent, cette lente dégradation commence par des détails. Une peau qu'on ne lave plus avec attention, un linge qu'on change moins souvent, une respiration qu'on raccourcit, une alimentation qu'on néglige. Et petit à petit, ce corps qui fut notre ami devient un inconnu. Il dégage autre chose. Il nous échappe. Et avec lui, c'est notre image, notre place, notre lien à l'autre qui se brouille. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais. J'ai vu des femmes de 85 ans recommencer à se maquiller avec fierté, des hommes de 90 ans redécouvrir la douceur d'une serviette chaude, des couples séparés par l'indifférence se retrouver simplement grâce à un changement de rituel corporel. Oui, parfois, un bain tiède partagé suffit à recréer une intimité oubliée. Ce que je vous propose n'est pas une solution miracle, c'est un appel à revenir à soi, à prendre soin non pour cacher, mais pour révéler, pour dire je suis encore là et j'en vaux la peine. Parce que c'est cela, au fond, le plus grand soin qu'un être humain puisse s'offrir, se rappeler qu'il mérite l'attention, qu'il mérite l'affection, qu'il mérite la proximité. Et si vous êtes un proche, un aidant, un enfant ou un petit-enfant, rappelez-vous ceci. Parfois, ce n'est pas le médicament qui soigne le mieux, mais la main que l'on pose doucement sur une épaule, le linge que l'on change avec amour, le regard que l'on offre sans détour. Ce sont ces gestes-là qui ramènent une personne à la vie. Pas à la jeunesse, non, mais à la présence. Alors je vous le demande aujourd'hui, à vous qui m'avez lu jusqu'au bout. Prenez un moment, regardez votre corps, ou celui d'un être cher, et posez-vous cette question simple. Est-ce que je fais ce qu'il faut chaque jour pour lui redonner sa juste place? Pas plus, pas moins. Juste ce qu'il faut pour qu'il soit respecté, nourri, nettoyé, honoré. La leçon, si je ne devais n'en retenir qu'une, serait celle-ci. La dignité ne se reçoit pas. Elle se construit. Chaque matin, chaque soir, dans chaque choix. Et cette dignité, si vous la cultivez avec douceur, elle se voit, elle se sent, elle appelle la vie vers vous. Question de réflexion pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui rend une personne âgée plus présente dans une pièce? A. Son apparence extérieure, sa tenue, son odeur agréable, sa posture. B. Son énergie intérieure, son regard, sa manière d'être avec les autres. Laissez votre réponse en commentaire, A ou B, ou peut-être un mélange des deux. J'aimerais vraiment connaître votre avis, car vos mots aideront d'autres à réfléchir aussi. Et si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'aide énormément à continuer. Je suis un vieux médecin, oui, mais tant que j'ai une voix, je veux encore offrir quelque chose à ce monde. Si vous souhaitez m'encourager davantage, même un petit don est une grande source de motivation pour moi. Chaque geste, même le plus petit, me rappelle que ce travail a du sens. Merci du fond du cœur. À très bientôt pour d'autres partages utiles et humains.